BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique, c'est Bernard Clerfailly, ministre bruxellois de l'Emploi. Bonjour Bernard Clerfailly, merci d'être avec nous. D'abord, l'actualité en direct. Bonjour. On entend que ça négocie toujours entre la direction de la STIB et les représentants syndicaux. C'est la bonne méthode où on doit se dire maintenant, les représentants syndicaux, ça ne sert plus à rien, il faut s'adresser directement aux chauffeurs de bus? Non, ça reste la bonne méthode. Nous avons une tradition de concertation sociale en Belgique et nous avons une tradition de travailler régulièrement avec les organisations syndicales pour créer un cadre de négociation, un cadre de travail qui est régulier, qui est permanent. Donc je pense que ça reste la bonne logique, même si pour l'instant le contexte est un peu difficile et qu'il y a quelques peut-être éléments indépendants qui ont pris un peu d'indépendance par rapport aux syndicats, mais il faut continuer il faut maintenir ce cadre parce que seul ce cadre permet de manière féconde de construire des accords durables. Oui, on a entendu beaucoup d'expressions politiques depuis 3-4 jours autour de ce dossier. Est-ce que la direction de la STIB et la ministre de la Mobilité, Elke van den Brand, ils ont le soutien de l'ensemble de la majorité bruxelloise? Non, le gouvernement encore hier a discuté de cette question et a souhaité maintenir un contact entre la STIB et les délégations syndicales pour créer un cadre sérieux de travail sur le moyen terme, pour qu'il y ait une reprise de travail des chauffeurs. Soyons clairs, on peut comprendre que des travailleurs soient inquiets, ils le sont dans beaucoup de secteurs, et tout le monde souhaite que les conditions de travail soient respectueuses de la santé, du bien-être des travailleurs, donc des règles de distanciation sociale. La STIB a démontré qu'elle était prête à faire des efforts pour permettre à ses chauffeurs de travailler dans de bonnes conditions. Donc il faut un cadre dans lequel on peut réunir les conditions d'une reprise du travail au bénéfice de tous les usagers de la STIB. Il y a eu un peu de surenchère syndicale ces dernières heures, ces derniers jours, c'est possible? Oui, mais donc on est dans un contexte aussi de presque élection syndicale, et donc évidemment ça crée un contexte qui prête à des déclarations peut-être un peu plus vives que d'habitude. Ce qu'il faut maintenant, c'est créer les conditions d'un accord, et un accord exige que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on puisse négocier, discuter, trouver des solutions. Alors, autre décision ou autre dossier important en ce moment, c'est la place des artistes et des techniciens du spectacle avec une zone de non-droit, on va dire ça comme ça, entre ceux qui n'étaient pas salariés et qui n'avaient donc pas le droit au chômage temporaire et ceux qui n'étaient pas non plus indépendants et qui n'avaient donc pas le droit aux droits passerelles. Il y avait toute une série de situations quand on dépend de petits contrats, de la Smart, qu'on ne touche pas le chômage en temps habituel, de petits cachets. Cette situation, elle va être corrigée en ce qui concerne les Bruxellois? Oui, donc d'abord, il aurait fallu une solution fédérale, parce que le problème des zones d'ombre dans le statut des artistes est un problème fédéral, et donc cette crise révèle qu'il faut... Alors, on a un petit souci de connexion. On va vous demander de recommencer votre réponse, Bernard Clerfailly, parce qu'on avait perdu le contact. Donc, on va sortir de la zone d'ombre. Oui, donc je vous disais... que la question du statut des artistes est un problème national et il faudrait des améliorations sur ce statut, et la crise révèle combien ce statut est imparfait et incomplet. Mais ce n'est pas l'urgence aujourd'hui. L'urgence, c'est d'aider des milliers d'intermittents du spectacle ou des gens qui sont ni salariés, ni indépendants, et qui n'ont plus aujourd'hui aucune prestation, aucun revenu, et qui voient d'ailleurs toutes les activités prévues dans les semaines, les mois qui viennent, parfois jusqu'à la fin de l'année, qui sont annulées l'une après l'autre. Donc c'est des gens qui sont sans perspective. Le gouvernement hier s'est penché cette question, le gouvernement bruxellois. Il a réservé un montant de 8,4 millions pour venir en aide au secteur de la culture. Il y aura une aide pour les structures, donc les ASBL, les salles de répétition, les théâtres ou les locaux de ce type-là, de 2 000 euros. Pour leur permettre de passer le cap, de payer leurs frais fixes, etc. Et il y aura une aide qui pourra aller jusqu'à 1 500 euros pour les intermittents du spectacle, à condition évidemment qu'ils n'aient pas accès soit au statut d'artiste en tant que chômeur, soit au droit passerelle. Et tout sera, la décision politique est prise et tout sera doit être mis en œuvre très prochainement
les administrations. Oui, on sait que les aides aux entreprises ont été relativement vite versées en région bruxelloise, en tout cas plus vite que dans les autres régions. Là aussi, pour aider les artistes, on peut compter sur l'administration bruxelloise pour que ça aille vite? Parce qu'ils attendent depuis 2 mois maintenant. Hein. Tout à fait, elle a démontré ça, mais c'est parce qu'on attendait une réponse du fédéral, et donc c'est à défaut de réponse du fédéral que nous prenons une décision ici à Bruxelles. L'administration bruxelloise a démontré sa capacité à aller vite pour les entreprises, j'espère qu'elle sera aussi rapide, même s'il est déjà fortement sous pression, donc instruction a été donnée depuis hier et quelques jours auparavant déjà, de développer rapidement la plateforme informatique digitale qui permettra de recueillir les informations sur les structures qui ont besoin d'aide et de mettre en place l'aide individuelle. Oui, c'est urgent, vous avez raison de le dire, et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette aide arrive le plus vite possible. Alors, vous êtes le ministre de l'Emploi. Est-ce que vous commencez à être inquiet sur l'ampleur que prend la crise? On sait qu'il y a des secteurs qui sont complètement à l'arrêt, qui ne vont pas redémarrer, en tout cas dans les prochains jours. On pense notamment à l'Horeca. On a aidé beaucoup d'entreprises à Bruxelles qui ont dû soit cesser, soit restreindre fortement leurs activités. On parle à l'instant là du secteur culturel. Il y aura des licenciements, ça semble inévitable. Est-ce que vous êtes inquiet sur la manière dont on pourra relancer la machine économique et la manière dont on pourra relancer la création d'emplois une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire? Donc, comme beaucoup, je suis inquiet. La première chose à dire, c'est que d'abord, il y a eu une bonne réaction par une extension du chômage temporaire pour cause majeure, le chômage Covid, et l'extension du droit passerelle. Donc la Belgique, globalement, a bien réagi sur le modèle d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Autriche, qui aident donc des travailleurs ou des indépendants à avoir des revenus, même s'ils ne sont pas équivalents aux revenus de travail qu'ils avaient auparavant, et qui permettent de passer la crise. Je soutiens donc, très clairement, l'extension du chômage temporaire, qui est une piste que Mme Meul, ministre fédérale de l'Emploi, avait évoquée, jusqu'au 31 août, et peut-être même au-delà, pour les secteurs d'activité qui sont spécialement impactés, qui sont mis à l'arrêt, comme l'Horeca, comme tout ce qui relève du tourisme ou de l'événementiel. Donc je soutiens cette mesure, est absolument nécessaire. Mais à côté de ça, il faut reconnaître que toutes les prévisions économiques de la Banque nationale ou de la Commission européenne indiquent qu'on risque d'avoir une baisse d'activité économique de l'ordre de 10%. Ce n'est pas les chiffres aujourd'hui, c'est des estimations de 10% de baisse d'activité économique. Et donc, ça aura son corollaire en termes de perte d'emploi. Des licenciements collectifs, des faillites. On a vu le cas de Métropole, on discute du cas de Brussels Airlines pour l'instant, et d'autres cas peut-être moins médiatiques, mais des entreprises qui auront du mal à maintenir le niveau d'activité, donc à maintenir le niveau d'emploi. Déjà dans le secteur de l'intérim, on voit qu'il y a une chute radicale de la prise en emploi de personnes qui sont placées en intérim dans des boîtes privées. Donc tout ça fait on peut craindre une augmentation du nombre de chômeurs inscrits, de chômeurs complets inscrits auprès d'Acteris alors je ne sais pas dire des chiffres, on me donne des fourchettes entre 15 000 et 30 000, c'est évidemment énorme, c'est inquiétant et donc ça nous préoccupe beaucoup et nous anticipons déjà les réactions que nous devrons donner après les vacances. C'est-à-dire qu'il y aura un plan de relance, il y aura un plan de relance bruxellois, derrière ce plan de relance, l'idée que s'il y a de l'argent public qui aide les entreprises, ça permet d'avoir moins de monde au chômage et finalement vertueux, c'est cette idée-là? Même si ça coûte cher aux finances publiques? Ça coûte déjà cher aux finances publiques, mais il doit évidemment aider le plus de gens possible et travailler à la relance. Le gouvernement bruxellois a pris des décisions pour élaborer un plan de relance. C'est en cours d'élaboration maintenant. Tous nos services sont mobilisés pour recueillir de l'information, choisir les meilleurs instruments d'intervention et définir le budget que nous pourrons mettre. Bruxelles est une région qui reste une région avec des moyens budgétaires limités. Il faut rappeler que nous avons 20% d'activité économique en région bruxelloise, mais seulement un budget à la dimension de la population qui est 11% de la population du pays. Donc, avec notre budget un peu étriqué, nous allons devoir soutenir 20% d'activité économique. Bruxelles reste encore le poumon économique de la Belgique et il serait important qu'on ait le soutien notamment du fédéral pour soutenir ces emplois parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient aussi des navetteurs ici sur notre territoire. Mais donc nous allons évidemment travailler à un plan de relance pour soutenir l'activité et puis il y aura, même s'il y a un soutien de l'activité, il y aura sans doute des opérations de perte d'emploi, des chômeurs supplémentaires et nous allons devoir veiller à accompagner ces personnes. Alors, il y a une série de gens pour lesquels ils seront au chômage en attendant que l'activité reprenne à 100% dans leur secteur d'activité pour reprendre la même tâche, le même emploi et qui vont être temporairement, j'espère le plus courtement possible, au chômage. Par contre, il y a des gens qui sont dans des secteurs où on peut s'attendre à une baisse durable de l'activité. Dans l'Horeca, dans l'événementiel,
dans le transport aérien, dans des secteurs comme ça, on peut s'attendre à 2, 3, 4 années peut-être avant qu'on ne retrouve pleinement l'activité. Donc une partie de ces travailleurs risque d'être plus longtemps au chômage et donc pour certains, il faudra imaginer peut-être des reconversions, des améliorations de leurs compétences pour trouver du travail dans d'autres secteurs qui, eux, prennent leur envol dans l'alimentaire, dans la sécurité, dans le transport. Donc il y aura une mutation de l'économie. On va marquer une pause dans cet entretien, Bernard Clairfailly, parce que les 12h30, c'est l'heure du journal. On vous retrouve juste après. BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. On retrouve Bernard Clairfailly. On était en train de parler de la mutation de l'économie que la crise allait probablement provoquer à Bruxelles, comme partout dans le monde d'ailleurs. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de formation. Bernard Clairfailly, ça veut dire qu'il va falloir peut-être que Bruxelles Formation mette dans son catalogue de nouvelles formations, qu'on travaille à cette transformation de l'économie d'ores et déjà. Oui, alors il y a des métiers qui ne vont pas beaucoup changer, mais il y a des métiers où il y avait des tendances de modification, de changement qui sont accélérées par la crise. Et le plus évident, c'est que tout le monde a compris que le télétravail va devenir une nouvelle manière d'avoir des relations de travail. Ça va modifier beaucoup des relations de travail dans beaucoup de secteurs. Et ça va réclamer aussi des travailleurs des compétences numériques, des compétences digitales dont on savait qu'elles étaient importantes, mais qui deviennent plus urgentes, plus nécessaires, qui interviennent plus rapidement dans le monde du travail. Et donc, il y a déjà des formations de Bruxelles Formation, il y a des milliers de formations qui existent. Il y a plus de 50 000 modules accessibles sur le site de Bruxelles Formation. Donc, j'invite d'ailleurs tous ceux qui veulent améliorer leurs compétences, qui ont peut-être un peu de temps à cause du chômage temporaire ou autre, à en faire usage. Mais nous allons devoir plus rapidement encore, qu'est-ce que je veux dire, faire une revue de toutes les formations existantes et de bien vérifier qu'elles soient vraiment up-to-date, vraiment adaptées aux mutations du marché du travail pour permettre à tous les demandeurs d'emploi, à tous les chercheurs d'emploi de bénéficier de ces formations. C'est bien notre intention. Oui, petite précision, Bernard Clairfailly, on l'avait déjà dit lors d'un précédent entretien, même s'il n'y a plus de formation physique aujourd'hui, il y a toujours des formations en ligne qui sont accessibles pour les demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Acteris. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui en chômage temporaire, ils peuvent aussi avoir accès à ces formations de Bruxelles Formation? C'est possible? Oui, tout à fait. On les a rendus accessibles à tous puisque beaucoup de gens qui sont en chômage temporaire ont parfois un peu de temps pour améliorer la langue, améliorer des modules de formation en numérique, en informatique, dans toutes ces compétences qui vont être encore plus essentielles demain sur le marché du travail. Je dois dire aussi que pour les formations présentielles, les formations qui réclament d'être dans une salle de cours ou avec du matériel de formation, nous sommes en train d'organiser la reprise progressive des activités. Ça dépend de chacune des formations, chacun des locaux, dans le respect évidemment des règles de distanciation sociale. Ceux qui étaient en stage professionnel, ces stages vont reprendre progressivement à partir de la semaine prochaine. Donc il y a un début de déconfinement pour permettre à tous ceux qui vont se retrouver très vite sur le marché de l'emploi de disposer des compétences qui leur permettront de décrocher, je l'espère, un emploi. Donc reprise des formations en présentiel la semaine prochaine et j'imagine que c'est Bruxelles Formation qui prévient les stagiaires et les demandeurs d'emploi concernés. Une petite dernière question, cette fois-ci au ministre de la Transition numérique. On a compris que pour les écoles c'était compliqué, mais que ce sera peut-être encore compliqué en septembre et qu'on va devoir compter sûrement sur l'enseignement à distance. Est-ce qu'on va pouvoir équiper tous les écoliers bruxellois de tablettes, d'ordinateurs? Est-ce que c'est le rôle de la région? Est-ce que c'est le rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ceux qui sont dans l'enseignement francophone? Comment est-ce qu'on s'organise? Alors c'est un peu confus dans ce pays où on ne sait pas très bien qui fait quoi, je vous le reconnais, mais l'important... On sait que Molen Geek travaille beaucoup là-dessus, qu'il y a déjà un millier d'ordinateurs qui sont prêts. Tout à fait. On travaille avec eux et en région bruxelloise, j'ai mis en place comme ministre de la Transition numérique un système qui permet d'aller récolter tous les ordinateurs portables déclassés des administrations bruxelloises d'une manière coordonnée et cohérente et de les attribuer à des associations comme Molen Geek, qui en fait partie, et d'autres qui vont reconditionner ces ordinateurs et les mettre à disposition soit d'élèves dans des quartiers défavorisés, soit on l'a fait aussi pour des seniors et des maisons de repos qui manquaient de contacts sociaux avec leurs familles. Donc on fait ce travail-là. Mais pour la question de l'enseignement à distance, on se focalise beaucoup sur le fait d'avoir un ordinateur pour suivre des cours ou recevoir des mails avec des devoirs ou des documents pédagogiques. La vraie question qui se pose aujourd'hui en communauté française, en communauté flamande, c'est la même chose, c'est comment repenser notre enseignement et comment doter les enseignants eux-mêmes des compétences
pour pouvoir donner des cours à distance et utiliser l'informatique et les moyens du numérique pour améliorer, mieux les soutenir sur le plan pédagogique. Il ne suffit pas d'avoir un ordinateur et de recevoir des mails ou de recevoir un document de cours à lire, ça c'est assez facile. Il faut aussi utiliser de manière plus créative tout le potentiel du numérique pour améliorer et soutenir la formation, la pédagogie. Et ça demande un effort de formation aussi des enseignants, parce que beaucoup d'enseignants eux-mêmes ne disposent pas des compétences pour exploiter pleinement le numérique dans l'école. Et je crois que ce sera un des grands sujets des quelques années qui viennent, notamment pour améliorer l'excellence dans nos écoles, parce que la Belgique est en retard sur ce plan-là. Par rapport à d'autres pays, les études PISA, les études de l'OCDE nous le prouvent, et on a besoin de rattraper ce retard pour que nos élèves soient à niveau en matière numérique, parce que ce seront des compétences essentielles demain aussi sur le marché de l'emploi. C'est ça sera discuté, j'imagine, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment avec Caroline Désir, la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup Bernard Clairfailly, ministre de l'Emploi et de la Transition numérique en région bruxelloise, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous.